Vienne, capitale de l'Empire austro-hongrois au tournant du siècle dernier. C'était vraiment une métropole mondiale. On y venait de partout. Des habitants aux origines et aux cultures différentes y vivent. On a vu apparaître une nouvelle catégorie de personnes visionnaires. Les immigrés les plus brillants deviennent banquiers ou industriels. Les plus riches, comme Wittgenstein, Bloch-Bauer et Lederer, avaient les moyens de promouvoir l'art. Un art nouveau voit le jour grâce au mécénat. Ils ont flairé les tendances de l'époque et soutenu les jeunes artistes. Un esprit rebelle, couplé au désir de provoquer, est en marche. L'ouverture du palais de la Sécession a provoqué un énorme scandale. Leur succès donne raison aux jeunes créateurs. L'art moderne autrichien est né. Toutes les œuvres d'art du XXe siècle que le musée du Belvédère détient aujourd'hui étaient exposées au palais de la Sécession. Un édifice révolutionnaire lance le printemps de l'art. En 2022, le mouvement sécessionniste fête ses 125 ans. Vers Sacrum, le printemps sacré, ou l'espoir d'une renaissance artistique. Un dôme doré trône fièrement au-dessus d'un bâtiment qui se distingue par sa sobriété. Situé sur le Naschmarkt à Vienne, le palais de la Sécession témoigne de l'affranchissement des arts du carcan d'un historicisme bien établi. Un groupe de jeunes artistes crée non seulement un monument qui célèbre son ascension vers une renommée mondiale, mais jette aussi les bases d'un courant totalement indépendant, le Jugendstil, l'art nouveau viennois. Ce mouvement est représenté par Gustav Klimt, Josef Hoffmann, Oskar Kokoschka, Egon Schiele et bien d'autres. Tous sont unis par une seule et même idée, révolutionner l'art de leur temps et ouvrir la voie au modernisme. Un esprit qui se manifeste déjà dans l'aménagement de Vienne. Dans les projets qu'il conçoit pour les stations de métro et la maison des Majoliques, Otto Wagner combine habilement influences internationales et concepts d'avant-garde. Si les innovations paraissent nécessaires à Vienne, elles ne sont pas toujours bien vues. Mais la capitale austro-hongroise va mettre en place des solutions pour régler les problèmes d'une grande cité prémoderne. À la fin du XIXe siècle, Vienne devient l'une des plus grandes villes du monde et la plus importante place financière d'Europe centrale. L'industrialisation et l'afflux constant de populations issues de tous les territoires de l'Empire et de tous les milieux socio-culturels posent de grands défis. Les disparités sociales sont énormes. Le prolétariat s'appauvrit. Il y a pénurie de nourriture et de logement. Des quartiers insalubres se développent partout dans la métropole. Chacun tente de survivre par tous les moyens. Travailleurs journaliers et musiciens de rue sont légion à Vienne. Les ouvriers des briqueteries se trouvent dans une situation particulièrement précaire. C'est grâce à eux qu'un somptueux boulevard circulaire, le Ring, pourra voir le jour. Un chantier qui nécessitera la démolition de l'enceinte médiévale pour libérer des centaines de milliers de mètres carrés de terrain. Ce projet est accompagné de transformations politiques majeures, celle entre autres d'octroyer le droit à la propriété foncière aux familles juives qui peuvent ainsi s'installer en ville. Pour la première fois, ils ont eu la possibilité d'acheter des terrains à Vienne, dans la ville impériale, et ils ne s'en sont pas privés. Il faut avoir en tête l'histoire de ces grandes familles juives, les Ephrussi, les Schei et les Liechtenstein. Elles n'étaient pas toutes originaires de Galicie et ne sont pas arrivées à Vienne en cafetan. La famille Ephrussi a fait fortune à Odessa, dans le négoce de céréales et la finance, avant de devenir les banquiers les plus riches de Vienne, juste derrière les Rothschild. Les Schei, quant à eux, dirigeaient déjà une entreprise commerciale florissante avant leur arrivée dans la capitale austro-hongroise. Ils ont adopté le langage artistique grec pour s'intégrer dans la société européenne. Ils ont orné les façades de leurs maisons de cariatides, comme en témoignent les palais Todesco, Epstein et Ephrussi.
On trouve aussi de nombreuses allégories de la mythologie grecque. Par exemple, au Palais Todesco, les fresques du plafond de la salle à manger retracent l'histoire complète de l'Iliade. Le long du Ring, la grande bourgeoisie veut montrer qu'elle n'a rien à envier à l'aristocratie. Elle dépense sans compter et fait appel aux meilleurs architectes pour réaliser des édifices emblématiques dont le faste impérial se manifeste dans le moindre détail. Voici un des bâtiments les plus remarquables du Ring que très peu de gens connaissent, le palais Schwarzmann. David Schwarzmann est originaire de Brela, une petite ville portuaire de l'actuelle Croatie. Il a commencé comme simple marchand de textiles. Il a eu l'idée de faire confectionner des vêtements en Moravie, qui appartenaient alors à l'Autriche, et de les vendre dans tout l'Empire ottoman. Le parcours de David Schwarzmann est caractéristique des habitants du Ring. L'avenue rassemblait des gens venus des quatre coins de l'Empire et actifs dans les nouveaux secteurs de l'économie. Le palais Schwarzmann a ceci d'intéressant qu'il a été construit en 1879 par Wilhelm Stiassny, un architecte juif très réputé. C'est un des rares édifices dans lequel on peut voir le propriétaire des lieux et son maître d'œuvre, puisque les bustes des deux hommes trônent dans l'entrée. La cour impériale est tributaire des ressources financières des grands investisseurs. 44% des acquéreurs de parcelles étaient d'origine juive. Et avec cet argent, l'État a pu ériger de superbes bâtiments publics. L'opéra, le Burgtheater, etc. Deux époques se font face. 7 ans seulement séparent le musée d'histoire de l'art flambant neuf de cet édifice. On doit sa construction à des personnalités en vue, et notamment Karl Wittgenstein, qui est le principal mécène de la sécession. Issu d'une famille juive allemande, ses parents ont quitté la Westphalie pour Vienne. Sa mère, Fanny Figdor, et son père ont décidé en toute connaissance de cause de se convertir. Ils étaient parfaitement conscients de l'évolution que prenait la société, même s'ils faisaient toujours partie du clan du Ring. Karl Wittgenstein se rebelle contre ce clan et contre sa mère. Il abandonne l'école et part avec son violon aux États-Unis, où il travaillera comme serveur et musicien de bar, avant de rentrer 2 ans plus tard à Vienne. Son séjour américain l'aura sans doute incité à faire carrière dans la sidérurgie. Karl Wittgenstein est le premier chef d'entreprise de l'Empire austro-hongrois à moderniser et rationaliser ses usines. Ses ouvriers le surnomment, non sans critique, l'Américain en Autriche. Il deviendra la figure emblématique de l'industrialisation du pays, tout en investissant ses profits dans la culture et en soutenant les artistes modernes. Karl Wittgenstein a apporté une contribution majeure à l'art, même si ce n'était pas un très gros effort financier pour lui. Il y avait ensuite les Zuckerkandel, les Schei, les Altmann qui ont organisé une exposition sur Klimt dans les années 1930. On peut citer aussi les Gallia. Bref, ils étaient un certain nombre. On sait grâce à la littérature spécialisée que la Wiener Werkstätte, les ateliers viennois, étaient exclusivement financés par des Juifs. Les artistes leur vendaient leurs créations, comme on le voit aujourd'hui avec le débat sur la restitution des œuvres. Enfin, il y avait les Lederer. J'avais complètement oublié de les mentionner. Le centre de la vie sociale de la communauté juive a longtemps été le Stadttempel, la synagogue principale de Vienne. Mais qui dit nouvelle ère, dit nouveau lieu de rencontre. Beaucoup de banquiers et de marchands juifs étaient attachés à leur religion. Ça ne fait pas de doute. Mais d'une manière générale, la religion n'avait pas autant de poids. C'était vrai aussi pour les catholiques. Le rythme de vie s'accélère et un nouveau dieu apparaît, le dieu de la consommation. Les grands magasins modernes, véritables temples du luxe, ouvrent en grande pompe. Les rues Maria-Hilfer-Straße et Kärtnerstraße
s'enorgueillissent de marques prestigieuses. Et ceux qui n'ont pas les moyens se contentent d'admirer les vitrines. Arthur Schnitzler s'en inspira pour sa pièce « Achat de Noël ». Juste derrière l'opéra se trouve un magnifique vestige de cette époque. C'est ici que Georg Gaugusch, chef d'entreprise, historien et écrivain, tient son magasin de tissus. Fondé dans la seconde moitié du XIXe siècle, l'établissement comptait parmi les adresses les plus chics du Ring. Il était fréquenté par l'impératrice Élisabeth et les épouses de diplomates, de banquiers et d'industriels. C'est la seule boutique du Ring qui a été conservée en l'état. Rien n'a changé depuis son ouverture en 1881. L'ensemble a été aménagé dans le style en vogue au XIXe siècle, l'historicisme qui se réfère à la Renaissance. Tout est encore fonctionnel, comme à l'époque. Les livres d'échantillons témoignent des toutes premières ventes du magasin. Ils constituent une véritable mine d'informations sur l'époque. Ces livres font apparaître deux sociétés viennoises. La première est l'aristocratie et la seconde la grande bourgeoisie. Quand on regarde les noms des familles nobles, on les connaît pour la plupart, et elles existent toujours. Pour ce qui est de la bourgeoisie, en revanche, il y a une rupture très nette. Ces familles ne vivent plus à Vienne. Ici, par exemple, Julie Trebitsch, qui habitait au 10 Kolovatring. C'était une des plus grandes tisserandes et marchandes de soie de l'Empire. Fanny Fröhlich a acheté chez elle un très beau velours vert, ou velours émeraude, comme on disait dans la belle langue de l'époque. Si les plus fortunés sont de grands esthètes, ils sont aussi friands de distractions. C'est ainsi que jeunes et vieux, riches et pauvres, se retrouvent à la Grande Roue de Vienne, véritable emblème de la ville. Le directeur de théâtre Gabor Steiner a flairé très tôt le besoin de se divertir de l'époque. Il transmettra son talent à son fils Max, qui deviendra plus tard mondialement célèbre en composant notamment la musique de Casablanca. Gabor Steiner, un personnage haut en couleur qui sait galvaniser les foules, entrera de plain pied dans l'histoire de Vienne. Avec des attractions aujourd'hui impensables, comme les spectacles coloniaux ou le parc à thème Venise à Vienne, qui permet d'aller d'un palais à l'autre à bord d'authentiques gondoles, il attire des dizaines de milliers de visiteurs. Le maître d'ouvrage et propriétaire foncier, Maximilian Haas, surfe sur ce succès en construisant un grand hôtel de style vénitien dans la Praterstrasse, le Dogenhof, autrement dit la cour des doges, qui existe toujours aujourd'hui. Les intellectuels, eux, se divertissent ailleurs, en public dans les célèbres cafés viennois et en privé dans les salons, comme celui de Fanny Wertheimstein, qui est fréquenté par des hôtes illustres. On y discute de l'actualité culturelle et politique, mais on y présente aussi des textes et des œuvres d'art provocatrices. La bonne société se donne également rendez-vous dans le salon de l'écrivaine et journaliste Bertha Zuckerkandel, qui deviendra l'épicentre de l'art moderne. Otto Wagner vient y chercher l'inspiration. La liste des invités est impressionnante. Hugo von Hofmannsthal y lira pour la première fois un extrait de Jedermann. Max Reinhardt, qui mettra plus tard en scène cette pièce et fondera le festival de Salzbourg. Joseph Hoffmann, l'architecte des Zuckerkandel, et Hermann Bahr, apôtre d'un nouveau mouvement artistique, la sécession. Il écrit « Le mot d'ordre doit être tout ou rien. Les peintres viennois devront montrer s'ils savent être des agitateurs. C'est le sens de notre sécession. » Hermann Bahr était le trait d'union entre les deux sphères de la société, le salon et le café. Dans les salons, on trouvait des œuvres d'art et les gens en parlaient.
Dans les cafés, on lisait les journaux et on montrait ses dernières publications. Parfois, comme dans la revue Documents de femmes, Hermann Bahr et Adolf Loos traitaient des mêmes thèmes tels que la mode féminine. C'était une composante de la sécession. L'heure a sonné, clament alors 7 artistes dans les hauts lieux de l'avant-garde. Comme au Café Sperl, ouvert en 1880, où on lit, on écoute et on débat avec acharnement. Un sujet en particulier anime les conversations. C'est la Künstlerhaus, ou la Maison des artistes, l'institution centrale des arts plastiques du pays, qui est entièrement acquise au style dominant, un mélange confus d'époques révolues et de visions du monde obsolète. On exposait tous les tableaux, quelle que soit leur qualité et quel que soit l'artiste. De la cave au grenier, les murs de la Künstlerhaus en étaient tapissés. Les jeunes artistes en avaient plus qu'assez. Ils voulaient s'éloigner de l'historicisme qui avait été porté et encouragé dans cette maison pendant des décennies. Ça ne les intéressait plus. Les discussions font naître une idée, un mouvement. C'est le début de la sécession qui se donne un statut et un organe, la revue Vers Sacrum, le printemps sacré. Ils ont quitté la Künstlerhaus où les artistes exposaient leurs propres œuvres. Le peintre Hans Makart était le grand représentant de cette institution qui prônait un art académique. Et ces artistes voulaient montrer des créations internationales. Des œuvres qui viennent de Munich, de Bruxelles et surtout de la capitale de l'Art Nouveau, Paris. Ici, le musée des arts décoratifs présente les plus beaux exemplaires de ce courant. Il s'agit tout d'abord, dans les années 1890, en France comme à Vienne, de sortir de l'historicisme, d'arrêter de se tourner vers la Renaissance ou le baroque. On cherche donc de nouvelles sources d'inspiration et on se tourne vers la nature. Il s'agit aussi de revaloriser l'artisanat, les arts décoratifs, et donc d'abolir cette hiérarchie des arts. On va aussi en France, comme à Vienne, donc avoir des artistes, des peintres, des sculpteurs qui vont se mettre à faire des céramiques, à faire des meubles et à s'intéresser à l'art comme une unité, un tout, qui va relier à la fois l'architecture, le décor et les ornements pour créer un homme moderne, un homme de son temps, un homme de 1900 qui est donc en prise avec cette modernité. Hermann Bahr a joué un rôle clé dans l'avènement de l'art moderne viennois. À son retour de France, il s'est aperçu que le naturalisme avait cédé la place au symbolisme. Il s'est entouré de jeunes écrivains comme Hugo von Hofmannsthal, Félix Salten et Arthur Schnitzler qui l'a soutenu. Ces auteurs ont créé le monologue intérieur, ou ce qu'on appelle le flux de conscience, une technique d'écriture particulièrement importante dans le modernisme. Tout mouvement a besoin d'une figure de proue. Pour la sécession, ce sera Gustav Klimt. Le 3 avril 1897, un groupe d'artistes contestataires se sépare officiellement de la Künstlerhaus. L'année suivante, ils organisent leur première exposition. Klimt lui-même dessine l'affiche qui déclenche immédiatement un scandale. Couvert seulement d'une feuille de vigne, le sexe du héros heurte la morale de ses contemporains. Klimt le cachera sous un trait de pinceau. La première exposition du mouvement n'a pas eu lieu au Palais de la Sécession qui n'existait pas encore, mais au jardin du Burggarten, dans les anciennes serres de la maison impériale. Elles n'étaient plus utilisées et on pouvait les louer pour des soirées, des expositions, des bals. La manifestation a accueilli 60 000 visiteurs et les sécessionnistes ont très bien vendu. C'était donc un succès total. Une fois encore, Hermann Bahr tient un rôle décisif en jouant les intermédiaires. Hermann Bahr avait une fonction très importante, car avec le soutien de Bertha Zuckerkandel, il a fait le lien entre Paris et Vienne.
Il a également créé le mouvement littéraire Jeune Vienne, dont beaucoup de membres étaient issus de familles juives. Lesquels pratiquent un mécénat très actif. S'il soutenait l'art et la littérature moderne, c'était avant tout pour faire partie de la vie culturelle. En plus d'être un magnat de l'industrie, Karl Wittgenstein a un faible pour les belles choses. Avec son argent, il influe sur l'esthétique du nouveau mouvement artistique dont il mesure l'importance pour la communauté juive. Son architecte attitré était Joseph Hoffmann. Il invitait fréquemment Johannes Brahms. Sa maison de campagne a été conçue par Joseph Hoffmann. Sa fille, Margarete Stoneborough, dont Gustav Klimt a réalisé un portrait, était une patiente de Freud. Toutes les grandes figures de la vie culturelle viennoise étaient des habitués de la maison. En parallèle, la montée de l'antisémitisme préfigure la carrière de Karl Lueger. Si l'empereur l'empêche dans un premier temps de devenir maire, il remporte d'autres élections. Il exploite les ressentiments chrétiens sociaux pour dresser les groupes d'immigrés les uns contre les autres et discriminer la population juive de Vienne. Sa célèbre phrase « C'est moi qui décide qui est juif » témoigne de l'attitude cynique et antisémite de cet homme politique, aujourd'hui très controversé. C'était un opportuniste. Par exemple, il s'est approprié la paternité du métro de Vienne, qui était le fruit d'un long processus de planification. C'est vrai qu'il était lié d'amitié avec Otto Wagner et qu'il avait une vision de la ville moderne. Mais l'aménagement du système de transport public viennois avait été organisé bien avant lui. Idem pour le palais de la Sécession. Il a avalisé le projet et même autorisé que le bâtiment soit construit à côté de la Künstlerhaus au cas où il n'y aurait plus de place sur le ring. Mais comme c'était une initiative privée, il a simplement donné le feu vert. Le fer de lance de la modernisation de Vienne est le doyen des architectes, Otto Wagner. Avec son grand projet de métro et sa maison des Majoliques, il est le précurseur de l'Art nouveau viennois. Comme la ville refuse la construction du palais de la Sécession sur le Ring, on décide de l'ériger sur le Naschmarkt. Gustav Klimt réalisera l'une des premières esquisses. C'est Joseph Maria Olbrich, un collaborateur d'Otto Wagner, qui obtient la commande dans le cadre d'un concours. Le premier projet est encore accolé aux stations de métro, puis les variantes se succèdent. Finalement, Joseph Maria Olbrich revoit complètement sa dernière ébauche. Pour faire écho à la coupole de l'église Saint-Charles-Borromée, il coiffe le pavillon de la Sécession d'un dôme doré qui marque le triomphe du modernisme sur l'historicisme. Peintes à la feuille d'or 13 carats, les 2500 feuilles de laurier, dont chacune est une pièce unique, symbolisent la gloire, la victoire et la paix. Le design exceptionnel de ce dôme peut donner lieu à de multiples interprétations. Une manière de monumentaliser le mythe du renouveau et de l'initiation. Un retour aux sources, à la nature, à l'époque enchantée où l'art et la vie ne faisaient qu'un. Une ode au renouvellement qui célèbre la vitalité terrestre et la fécondité de l'inconscient. Mais le palais de la Sécession inspire aussi aux Viennois des surnoms fantasques. Dès le début, le palais de la Sécession a été affublé de surnoms plus ou moins moqueurs. Le tombeau du Mahdi, le crématorium, le chou frisé. Mais c'est juste une façon pour les Viennois de montrer leur affection. Joseph Maria Olbrich écrit à propos du Temple de l'Art.
Je voulais des murs blancs et reluisants, sacrés et purs. Tout devait être empreint de solennité. Je ne voulais entendre que le son de ma propre sensibilité et voir ma chaleur figée dans la froideur des murs. Sur la façade signée par le peintre et designer Koloman Moser est gravée la devise de la sécession, Ver Sacrum, le printemps sacré. Les murs s'ornent de lézards, symbole de la Renaissance, et de plantes au feuillage exubérant. L'entrée est décorée de 3 têtes de gorgones représentant le désir de réconcilier la peinture, l'architecture et la sculpture. Sur le fronton, on peut lire la célèbre devise « À chaque époque son art, à l'art, sa liberté ». L'inauguration du palais de la Sécession a provoqué un énorme scandale. On n'avait jamais vu ça à Vienne. Un bâtiment dépouillé, avec ce White Cube, le premier du genre, c'est-à-dire une salle d'exposition totalement vide. Pour la plupart des visiteurs, c'était une hérésie. L'édifice exerce une fascination qui n'a cessé d'inspirer les artistes. C'est la première exposition peut-être où j'ai développé ce que cet espace pouvait inspirer au niveau de la couleur. Et je crois que ça est venu d'une chose dont je me souviens encore aujourd'hui, de la lumière naturelle tout à fait remarquable qui existe dans cette architecture et qui m'a poussé un peu à essayer de développer de façon très évidente un jeu de couleurs dans cet espace de toute beauté. Une salle qui peut s'adapter à n'importe quel type d'exposition. Elle a révolutionné le concept d'exposition. Je crois que la typologie d'exposition, telle que nous la connaissons aujourd'hui, trouve ses racines dans l'époque de la sécession. Les sécessionnistes inventent un nouveau métier, celui de scénographe. Joseph Hoffmann et Koloman Moser transforment les expositions en œuvres d'art totales, allant bien au-delà d'une simple présentation. En 1900, tous les commissaires d'exposition regardent vers Vienne. La sécession viennoise se veut comme un mouvement qui va représenter tous les avant-gardes au niveau de l'Europe. Donc on a des artistes français, belges, écossais qui sont présentés dès la première exposition de la sécession à Vienne. On sait que Rodin est allé à Vienne en 1902, qu'il était présent à toutes les expositions de la sécession viennoise. On sait que Théodore Charpentier l'était aussi, Signac, Matisse, Bonnard, Gauguin, Albert Bénard ou encore Henri Martin. Tous ces peintres aussi ont exposé. Presque toutes les œuvres exposées étaient à vendre, et elles partaient comme des petits pains, si bien qu'à la fin, on ne savait plus quoi faire de tout cet argent. Alors Karl Moll a eu l'idée, en 1903, de fonder la Galerie Moderne, le futur musée du Belvédère, et de faire don d'œuvres d'art pour alimenter la collection. Rodin, Mackintosh, Cézanne. Léger, qui est aujourd'hui accroché à New York, a été exposé ici en premier. Hodler également. Toutes les œuvres d'art du XXe siècle que le musée du Belvédère détient étaient exposées au Palais de la Sécession, y compris des monnaies. Les sécessionnistes forment le cœur de la collection du Palais du Belvédère. Leur notoriété dépasse les frontières et attire l'avant-garde du monde entier. Nous conservons toute la correspondance des artistes avec la Sécession. Ça, par exemple, c'est une lettre de Munch qui a été exposée ici, adressée à Karl Moll.
Cher ami, je suis de nouveau fauché. Peux-tu vendre à Vienne quelques-unes de mes œuvres? Si tu les trouves trop chères, je peux en baisser le prix. On constate qu'ils avaient les mêmes soucis que nous aujourd'hui. Cette liste des œuvres exposées de Rodin, écrite de sa main, est une pure merveille. Ça, c'est une lettre de Claude Monet, à qui on avait proposé d'exposer ici. Elle a été envoyée de Giverny, où il habitait. Il dit en gros qu'il veut bien participer à l'exposition, mais qu'il a d'abord prévu de partir en vacances et qu'il s'inscrira après. Le succès a été au rendez-vous dès le départ, car tous les artistes européens suivaient ce qui se passait à Vienne. Et beaucoup ont fait le voyage en Autriche pour rencontrer les artistes viennois, mais aussi dans l'intention d'exposer leurs propres œuvres. Gustav Klimt confirme sa dissidence. Les peintures des facultés que lui a commandées l'université de Vienne déclenchent un tollé en raison de leur prétendue obscénité. Il refuse les changements exigés par la censure et les rachète. Il considérait l'idéal de l'œuvre d'art totale comme l'art du futur, un mélange de chrétiens et de juifs au service de l'art, qui marquerait l'avènement d'une société meilleure et qui remplacerait peut-être les anciennes traditions religieuses. Richard Wagner est également un fervent partisan de l'œuvre d'art totale. S'inspirant de la rencontre entre diverses formes d'art, c'est un compositeur innovant et un antisémite obsessionnel. Il y a l'art, les peintures, les sculptures, mais aussi toute la mise en scène. Dans un opuscule, Wagner dénonce l'incapacité des Juifs à faire de l'art. Ses propos trouvent un écho notamment chez ses fils, qui vont diffuser ses idées, ce qui ne l'empêche pas d'être apprécié même par des artistes juifs. Ils l'aimaient quand même. Cette idée d'une expérience émotionnelle extrême avec la musique, les visualisations et aussi un soupçon de mythologie. On retrouve ce rapport irrationnel entre les juifs et les antisémites. Gustav Mahler est lui aussi pris à partie. Directeur de l'Opéra de Vienne, il est la cible des pires moqueries et d'infamantes caricatures. Son interprétation de Beethoven en particulier est très critiquée. Un événement qui fait date est l'ouverture de la 14e exposition du Palais de la Sécession en 1902, consacrée à Beethoven, qui était une œuvre d'art totale. Mahler a été invité à diriger un mouvement de la 9e symphonie. Cela devait être fabuleux de voir le directeur de l'opéra en personne diriger le concert d'inauguration. Mahler s'est ainsi imposé comme une sorte de parrain du modernisme viennois. D'ailleurs, la représentation de Mahler ne déroge pas à l'esprit de ce mouvement et fait grand bruit. Une caricature parue dans un magazine satirique montre Beethoven descendre de son monument et écharper vigoureusement Mahler, en le traitant d'écorcheur de symphonie. Ce qui me fait dire que le chef d'orchestre et interprète de Beethoven était loin de faire l'unanimité, pour employer un euphémisme. La pièce maîtresse de l'exposition est une statue de Beethoven sculptée par Max Klinger, un artiste de Leipzig qui partage la philosophie des sécessionnistes. Klinger représente le compositeur sous les traits d'un dieu antique, comme le symbole de l'humanité souffrante qui trouve son salut dans l'amour et la beauté. Il utilise tout un éventail de matériaux: marbre, albâtre, ambre, ivoire, verre, agate, jaspe, nacre, feuilles d'or et bronze. Au dos du trône, une allégorie illustre l'affrontement entre deux visions du monde, celle de l'Antiquité et celle du christianisme. L'artiste consacrera 17 ans à l'achèvement de son œuvre.
L'exposition dédiée à Beethoven est vue par 60 000 personnes. Avec sa frise Beethoven, Klimt se surpasse. Ce qui rétrospectivement peut sembler absurde, puisqu'il devait s'agir d'une décoration éphémère. Klimt s'inspire d'un texte de Richard Wagner à propos de l'hymne à la joie et peint une symphonie ornementale, l'aspiration au bonheur contre des puissances hostiles. La fresque reçoit un accueil mitigé. Un hebdomadaire viennois critique à charge. Que dire de cette pornographie peinte? Ces tableaux ont leur place dans une cave où se dérouleraient des orgies païennes, certainement pas dans des salles où les artistes ont l'outrecuidance d'inviter des femmes et des jeunes filles respectables. L'horrible gorille, les honteuses caricatures de la noble anatomie humaine ne sont pas des œuvres d'art, mais des insultes à nos sentiments les plus sacrés. Une revue d'art et de décoration fait entendre un autre son de cloche. L'art de Klimt est exotique, insolite et infiniment subtil. Les silhouettes brutes et dénudées dévoilent un raffinement de l'âme viennoise, un substrat spirituel qui ne conserve de la matérialité des choses qu'un souffle de grâce. C'est l'envers de la frise Beethoven. Quand on la regarde, on se rend compte de son extrême fragilité. Elle est peinte sur un caillebotis recouvert d'une natte en roseau et d'une très fine couche d'enduit qui sert de support. Cette frise devait être démontée après l'exposition. Elle n'était pas destinée à durer 100 ans. Elle a été rachetée par Karl Reininghaus, qui malheureusement n'a pas pris les précautions de stockage nécessaires. Il l'a conservée dans un garde-meuble. Il l'a ensuite revendue à August Lederer en 1915, qui a fait la même chose. La frise a passé la Seconde Guerre mondiale à l'abri dans un château de Basse-Autriche. Elle a donc pas mal voyagé, et c'est un miracle qu'une œuvre aussi délicate ait pu parvenir jusqu'à nous. Quand l'État autrichien en fait l'acquisition en 1974, elle doit subir une restauration de 10 ans, effectuée par l'Office fédéral des monuments, avant de retrouver son aspect actuel. Une nouvelle rupture se dessine. Karl Moll et ses fidèles, Gustav Klimt et quelques autres quittent la sécession, officiellement en raison de divergences d'opinion sur l'orientation esthétique. Ils ont recommencé à se disputer au sujet de la galerie Mietke, où certains qui se connaissaient très bien avaient beaucoup exposé et beaucoup vendu, alors que d'autres n'avaient jamais décollé parce que la galerie refusait de les exposer. Un des artistes était en proie à une perpétuelle jalousie. Et quelques-uns ont dit « Maintenant, ça suffit, on s'en va ». Les autres sont restés. Et la sécession a un peu perdu de son éclat et de sa fougue, pour dire les choses sobrement. Gustav Klimt, lui, parviendra à tirer son épingle du jeu. Ses tableaux atteignent des prix records. Une œuvre de Klimt coûte l'équivalent du salaire annuel d'un enseignant. Mais un salon viennois qui se veut élégant se doit d'être agrémenté du portrait de la maîtresse de maison. Jusqu'en 1917, Klimt peint 20 portraits de femmes grand format, dans une pose décente, mais toujours avec les joues empourprées. Il en résulte des œuvres immortalisées au panthéon de l'art autrichien. Il était du meilleur ton de faire son portrait par Gustav Klimt. Ces gens de la haute société habitaient souvent dans des maisons Art Nouveau. C'était très courant de se faire construire une villa par Joseph Hoffmann, éventuellement meublée par la Wiener Werkstätte, les ateliers viennois, comme œuvre d'art totale. La maîtresse de maison ou sa fille
avait son portrait peint par Klimt et elle portait probablement des vêtements créés par Emilie Flöge. Le concept d'œuvre d'art totale était très important à l'époque. Fondée par Joseph Hoffmann et Koloman Moser, la Wiener Werkstätte est la suite logique du principe de l'art total. Elle est financée par Fritz Werndorfer, un industriel du textile qui possède une des plus grandes filatures de coton du pays. Il entretient des relations commerciales prospères avec la Grande-Bretagne, où le mouvement Arts and Crafts, art et artisanat, a préfiguré l'art moderne. Son salon de musique est entré dans les annales de l'art nouveau viennois. Il en confie l'ameublement à l'Écossais Charles Rennie Mackintosh, tandis que l'épouse de celui-ci, Margaret MacDonald Mackintosh, conçoit le triptyque de panneaux. Le mouvement écossais des Arts and Crafts a inspiré la Wiener Werkstätte. Son credo, fabriquer des objets qui embellissent le quotidien. Réalisées avec des matériaux de qualité par des artisans chevronnés, ces pièces aujourd'hui iconiques sont à admirer au Musée d'Art moderne. En Autriche, le modernisme est pour toujours associé au nom de Purkersdorf, une bourgade de Basse-Autriche. Bertha Zucker-Kandel commande à la Wiener Werkstätte la construction et l'aménagement du sanatorium Westend, un joyau architectural conçu par Joseph Hoffmann pour permettre à la bonne société viennoise d'oublier les vicissitudes du quotidien. La Wiener Werkstätte est aussi le premier atelier à repenser la place des femmes dans l'art et à les mettre sur un pied d'égalité avec les hommes. Rompre avec cette vision traditionnelle des rôles est aussi l'ambition de la muse de Gustav Klimt, Emilie Flöge. Avec 60 couturières, elle confectionne dans son salon des robes pour les femmes de la haute société. À l'époque, la mode n'est pas encore considérée comme de l'art. Emilie Flöge a été la première, avec le concours de Klimt, à mettre l'accent sur le dessin, la qualité des étoffes, le choix du modèle et tout l'aspect artistique lié à la liberté de la femme. C'était un combat pour l'émancipation, doublé d'une volonté forte de créer une œuvre d'art. La comédienne Maxi Blaha rend hommage à Emilie Flöge en posant à la Villa Klimt, dans une robe inspirée d'un modèle créé pour Inge Prader, une photographe de mode autrichienne. Sans vouloir cautionner les faits qui se sont produits à une époque révolue, je n'hésiterai pas à affirmer que l'audace d'alors visait aussi à briser un carcan et à déchirer le corset social. Le ciel s'assombrit au-dessus du palais de la Sécession et de ses fondateurs. En 1913, Karl Wittgenstein, le principal mécène du mouvement, décède après une longue et grave maladie. Et en 1914, Fritz Werndorfer, le mécène de la Wiener Werkstätte, est exilé par sa famille aux États-Unis après avoir fait faillite. L'âge d'or du modernisme viennois s'achève avec l'éclatement de la Première Guerre mondiale. Le palais de la Sécession est provisoirement reconverti en hôpital militaire. En 1918,
le mouvement connaît une nouvelle apothéose avec la 49e exposition de la Sécession qui rassemble 19 œuvres d'Egon Schiele. Le succès est une nouvelle fois au rendez-vous. Mais 1918 restera une année endeuillée par la disparition de Schiele, Klimt, Otto Wagner et Moser. La crise économique mondiale, le krach boursier et la montée du nazisme rebattent les cartes du monde, tant pour la société et les artistes que pour les mécènes. Certains sécessionnistes, comme Karl Moll, adhèrent aussitôt au nouveau régime. Bien avant l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie, un drapeau arborant une croix gammée est suspendu au pavillon d'exposition. Un des présidents était aussi le recteur de l'Académie et membre illégal du parti nazi. Les Juifs étaient interdits au Palais de la Sécession, puis à l'Association des artistes plasticiens et à la Künstlerhaus. Et à l'Académie, Otto Wagner avait déjà exclu tous les étudiants juifs. Que les Juifs aient été à l'origine des courants artistiques les plus emblématiques de Vienne ne les protège pas des persécutions sous le régime nazi. Et une grande partie de la population autrichienne applaudit l'Anschluss. Hugo Bettauer a écrit La ville sans Juifs dans les années 1920, mais ce qu'il a brandi comme un épouvantail dans une fiction est presque devenu réalité. Tous les acteurs du milieu de la création ont fui ou ont été gazés. Une exposition intitulée « Les femmes de la Wiener Werkstätte » a été organisée récemment. La moitié de ces femmes étaient juives et soit elles ont été tuées, soit elles ont émigré sans pouvoir continuer à exercer leur métier. Ce déclin culturel, mais aussi financier, est encore perceptible aujourd'hui. Sous le régime nazi, la sécession retourne dans le giron de la Künstlerhaus, l'institution avec laquelle le groupe avait rompu à sa création. Et les salles du Temple de l'Art sont utilisées à des fins profanes. En 1945, les nazis ont brûlé les pneus qui y étaient entreposés pour qu'ils ne tombent pas aux mains des Russes. La chaleur de l'incendie a provoqué la déformation du plafond de verre, dont l'armature était en fer, et le toit s'est effondré. Seules les deux nefs latérales ont résisté. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Vienne est une ville en ruine. Après l'invasion de l'Armée rouge, Karl Moll assassine toute sa famille avant de se suicider. Les travaux de déblaiement des décombres commencent, promesse d'un nouveau départ. Après la guerre, on s'est très vite remobilisé. Et la première exposition de Hanak a eu lieu à ciel ouvert. Un défilé de mode est même organisé au pied levé entre les sculptures. Le palais de la Sécession connaît un second souffle, certes sous une forme différente, mais en proposant une programmation en phase avec son époque. On a exposé pour la première fois Maria Lasnik et Franz West il y a 30 ans, pour ne citer que ces deux noms. Aujourd'hui encore, être exposé ici constitue le point d'orgue du parcours d'un artiste. Ce lieu accueille de l'art contemporain, mais il abrite aussi des œuvres importantes du passé. La frise Beethoven est aujourd'hui l'œuvre d'art la plus chère que possède l'État autrichien. Il y a 10 ans, sa valeur a été estimée à 248 millions d'euros. Le pavillon lui-même a depuis longtemps cessé d'être un bâtiment purement fonctionnel pour devenir le symbole du tournant du siècle dernier.
Avec ce palais, Olbrich a signé un manifeste architectural de l'art nouveau viennois. Ce chef-d'œuvre architectural continue d'être animé par l'esprit des pères fondateurs. Ce qu'on montre aujourd'hui correspond exactement à la raison d'être de ce palais d'exposition, à savoir de l'art contemporain créé par des artistes vivants. À chaque époque son art, à l'art sa liberté. C'est la mission de la sécession. Une mission qui l'ancre dans son époque. En 1943, dans Le Monde d'hier, souvenir d'un Européen, Stefan Zweig écrit: les 9/10 de la culture viennoise du XIXe siècle, acclamée par le monde, ont été financés, nourris, voire accomplis par les Juifs de Vienne. C'est justement ces dernières années qu'ils ont été le plus prolifiques. Mais loin de marquer leur création du sceau du judaïsme, ils ont au contraire donné, grâce à un miracle d'empathie, son expression la plus intense à l'âme de Vienne et de l'Autriche.